Infamie éternelle. François Copé. Marthe était née au fond des villages des Flandres, autour duquel un fleuve enroule ses méandres. De flots moirés coulant entre deux talus verts. Leur maison, nonobstant sa forme villageoise, était coquette avec son toit luisant d'ardoise et ses petits volets au soleil large ouvert. Son père, un vieux soldat, était maître d'école. C'était moins lucratif qu'un travail agricole, mais ça l'opposait mieux au village. Il était l'intime du bourgmestre et l'ami du vicaire, et malgré son état de fortune précaire, le bon petit ménage heureux s'en contentait. Comme ils avaient beaucoup d'enfants, dès que l'aîné eut atteint à peu près sa 18e année, on voulut l'envoyer pour un temps à Paris, car leur vieille cousine, aimable et prévenante, l'y mandait instamment pour être gouvernante, chez de riches bourgeois qui la paieraient bon prix. Marthe avait la beauté sanguine des Flamandes, dont la chair se durcit au grand souffle des Landes, de gros cheveux tressés, plus blonds que des épis, un œil large, un teint rouge, une lèvre lascive, un corsage tendu sur une gorge massive, dont ses fichus cachaient les rythmes assoupis. Pieuse, tous les jours elle allait à la messe, et tandis qu'on dansait les soirs de la kermesse, au bruit des violons sous les chaînes touffues, et qu'en fraîche toilette et des fleurs au corsage, les autres en riant l'invitaient au passage, elle leur répondait toujours par un refus. C'est un bien triste jour, le jour où l'on se part, pour se quitter. Le jour qui divise et sépare, c'est qu'au même foyer la tendresse agroupée. Car il est de ces nœuds du cœur ourdis dans l'ombre, dont ne sont la force impénétrable et sombre, qu'à l'heure où le destin cruel les a coupés. On ne croyait pas à temps s'aimer. Dans la demeure, il semblerait que tout s'éteigne et que tout meure. Car celui qui s'en va apparaît le plus chéri. Tous pleurent, les enfants plus jeunes, l'air farouche, regardent sans comprendre le doigt dans la bouche, la grande sœur qui met son beau chapeau fleuri. La mère se coupa sous l'oreille une mèche de cheveux qu'elle mit, ainsi qu'une fleur sèche, sous le verre d'un vieux médaillon tremblant. Puis, comme un talisman obtenu d'une fée, lui noua ses bijoux sur sa robe agrafée, avec un velours noir autour de son cou blanc. Elle, la jeune fille, entr'ouvrant sa fenêtre, choisit parmi les fleurs que le soleil pénètre, un frais petit rosier embaumé d'avril, comme pour retrouver dans chaque âme de rose, quand elle serait seule à Paris, quelque chose, des parfums du pays et des pleurs de l'exil. Le père, en la menant jusqu'au bout du village, lui dit qu'elle était belle et qu'elle était à l'âge où, comme autour des fleurs volent les papillons, les hommes rôderaient tendrement autour d'elle, et qu'il fallait garder son corps chaste et fidèle pour garder à ses yeux leur flamme et leurs rayons, qu'elle devait tenir à la foi de sa mère, car Dieu console bien dans cette vie amère, et verrouiller son cœur. Le bon vieux se fâchait. Comme pour les voleurs, on verrouille sa porte, à ces voleurs d'amour qu'un coup de vent emporte, loin du corps violé qu'ils ont pris pour rochet. Enfin, le train partit, et l'on ne causa guère. Le soir, dans la maison, si joyeuse naguère. Et tous les jours suivants, les petits écoliers, en arrivant en classe où nul d'entre eux ne bouge, étaient surpris de voir au maître l'œil si rouge, quand il leur adressait ses bonjours familiers. Marthe ne se plaisait pas du tout chez ses maîtres, et songeait bien des fois à ses hameaux champêtres, du bon pays flamand où l'on vit si content, au fond d'une maison petite, hospitalière, à laquelle on s'attache aussi fort que le lierre,
dont s'encadre la porte ouverte à 2 battants. Au lieu que dans Paris, la grande et sombre ville, où l'on heurte le pauvre et puis la femme est vile, mendiant sous le gaz chacun à sa façon, on vit triste, fiévreux, sans oiseaux, sans verdure, n'entendant que l'aveugle à la voix rauque et dure, qui jette sur les ponts de pierre sa chanson. Ses maîtres tous les soirs allaient à chaque fête, et lorsque sa besogne ordinaire était faite, et que les 3 enfants étaient bien endormis, elle lisait un livre ou brodait à l'aiguille, ou parfois écrivait à sa pauvre famille une lettre où son cœur tout entier était mis. Et quand on répondait la semaine suivante, elle, reconnaissant l'écriture savante du vieux maître d'école, avant même d'ouvrir, saisissait d'une main joyeuse et convulsive l'enveloppe, en titrait vivement la missive et ne le relisait jamais sans s'attendrir. Tous étaient bien portants. On causait souvent d'elle, quand vers le chaud midi fuyait une hirondelle. Elle y retournerait aussi dans son pays, voir sa mère plus blanche et ses 5 sœurs plus grandes, et porter en priant de nouvelles offrandes à la Vierge clouée aux chênes des taillis. Chez ces bourgeois très fiers, on était dur pour elle. Les enfants l'agaçaient et lui cherchaient querelle, quoiqu'elle les aimât et qu'elle fît pour eux tout ce que son bon cœur lui suggérait de faire. C'était comme une hostile et brumeuse atmosphère qui couvrait ce doux front d'un voile ténébreux. Tous les jours, il fallait conduire aux Tuileries les enfants pour jouer sous les branches fleuries. Et tandis qu'ils allaient avec d'autres blondins au théâtre Guignol voir les marionnettes, elle, sur son tricot, fixait les yeux nets, seule, au bord d'un vieux banc, dans le fond des jardins. Elle ne voyait pas, tant elle était songeuse, jaillir une pluie odorante et neigeuse, les jets d'eau des bassins où les cygnes voguaient, ni les enfants courir le long des plates-bandes, ni les petits oiseaux venir manger en bande le pain cassé que les charmeurs leur prodiguaient. Mais lorsque le soleil, se cachant des arbres, d'un grand manteau de pourpre enveloppait les marbres, et qu'elle, son vent, voyait au loin passer, sous le dernier rayon du jour qui les éclaire, 2 amants dont fuyait la silhouette claire, elle pleurait plus fort les voyant s'enlacer. Un jour, un grand jeune homme étrange, au teint de cuivre, qui la veille déjà semblait vouloir la suivre, vint se placer près d'elle à l'autre coin du banc. Il la considéra quelque temps sans rien dire, mais il fixait sur elle un langoureux sourire, enhardi par le calme exquis du soir tombant. Il lui causa bientôt, et d'une voix si tendre, que Marthe, un peu troublée au début de l'entendre, peu à peu l'écouta parler avec plaisir, et lui faire déjà la douce confidence, au bruit de leurs 2 cœurs qui tintaient en cadence, de son rêve idéal qu'il ne pouvait saisir. Comme elle, il était seul dans cette capitale, pauvre, au milieu du luxe effréné qui s'étale, se promenant le jour et travaillant la nuit. Car son père voulait lui voir gagner ses grades, triste, puis rechercher des autres camarades, dont s'envolait la joie en heurtant son ennui. Mais elle, si charmante et si fraîche et si belle, pourquoi rêver? Pourquoi rester froide et rebelle, et se ternir les yeux à les remplir de pleurs? Pourquoi ne pas sortir avec lui les dimanches? Ils iraient tous les 2 dans les bois, sous les branches, faire une seule joie avec leurs 2 douleurs. Ô jardin de l'Éden, jardin de Marguerite, où Faust redit toujours sa ballade hypocrite, que la femme naïve écoute, l'air vainqueur, sans croire qu'on lui ment et qu'on ne veut rien d'autre que jouir, dans l'ivresse où l'homme impur se vautre, d'un corps qui n'a pourtant de prix qu'avec le cœur. Marthe, qui n'avait rien voulu dire ou promettre, reçut le lendemain une petite lettre, sur du papier luisant et doux comme un satin. C'était de l'inconnu si plein de sympathie, lui donnant rendez-vous pour son jour de sortie, sur le même vieux banc, dans le même jardin. Marthe hésita longtemps. Tous les autres dimanches, elle mettait sa robe en soie, à larges manches,
et son petit chapeau fleuri comme un bouquet. Puis il se rendait, pouvant ce jour-là sortir seul, chez sa vieille cousine aux blancs cheveux d'aïeul, qu'elle rajeunissait par son joyeux caquet. Que ferait-elle? Aller? Ne pas aller? Problème. Car le cœur est toujours hésitant quand il aime. Pourtant il semblait bon, il semblait triste aussi. Et puis était-ce mal aller aux Tuileries? Un moment avec lui mêler ses rêveries, et dans son cœur de frère épancher son souci. Car malgré sa douceur et son franc caractère, elle souffrait parfois de cette vie austère. Et puis elle l'aimait déjà, cet inconnu. Elle avait après tout un cœur de femme, et Dieu ne pouvait pas regarder comme infâme ce qui distingue germait dans un être ingénu. Or, le billet d'amour tout parfumé d'essence, comme elle le pressait dans sa tendre innocence, sur sa lèvre et son cœur, craignant de le souiller, comme elle le lisait, le sachant de mémoire, comme elle le cachait le jour dans son armoire, comme elle le cachait la nuit sous l'oreiller. Donc le dimanche vint, et Marthe fut fidèle au rendez-vous d'amour qu'on avait voulu d'elle. L'inconnu l'attendait sur le banc, accoudé, comme s'il était calme et sûr de sa conquête. Et quand elle arriva dans sa mise coquette, il sourit, la grondant d'avoir un peu tardé. Elle devint bien vite avec lui moins farouche. Ils prirent, près du port royal, le bateau-mouche. Les dimanches suivants, pour aller à Meudon, et dans les bois ombreux, peuplés de jeunes pousses, elle chantait gaiement des romances très douces, s'appuyant son bras dans un tendre abandon. Perdant l'austérité de ses pudeurs anciennes, elle laissait ses mains s'oublier dans les siennes, quand ils allaient dîner à Saint-Cloud, Neuilly. Et qu'au retour, le soir, à travers les bagarres, dans l'ombre des tunnels qu'étoilaient les cigares, on s'embrassait derrière un gros bouquet cueilli. Marthe ne doutait pas qu'il ne tint sa promesse, et qu'il ne l'amena tôt ou tard à la messe, qu'on irait à l'hôtel pour bénir leur hymen. Elle était confiante, ignorant le mensonge, et dans son cœur naïf caressait ce doux songe d'épouser le jeune homme après son examen. Au bout de quelques mois, comme elle était enceinte, elle annonça la chose à son amant sans crainte, car ne s'étaient-ils pas mariés devant Dieu, en se donnant chacun leur parole loyale, les soirs où, pour briller dans leur nuit nuptiale, les astres allumaient leurs veilleuses de feu. Chose étrange, l'enfant, dans l'amour légitime, rend plus étroite et plus touchante et plus intime l'union des parents qui tout seuls s'ennuieraient. Et ses petites mains frêles, s'ouvrant à peine, ont la force pourtant de resserrer la chaîne, que sans lui l'inconstance et le temps briseraient. Au lieu que par un sombre et désolant contraste, l'enfant divise, aigri, sépare et rend néfaste le fatal dénouement de l'amour criminel, la pauvre Marthe, hélas, dut quitter son service, et l'inconnu, content d'avoir repu son vice, abandonna la mer au Don Juan éternel. Marthe se trouva seule, isolée, réduite, à porter le fardeau de la fille séduite. Sa cousine était morte à la fin de l'été. Fallait-il retourner chez son père, au village? Mais, vieux, comprendrait-il qu'on fût tendre et volage? Il la tuerait de honte ou mourrait de fierté. Elle était sans secours, sans appui, sans amis, ayant fait, grâce à Dieu, quelques économies. Elle avait pu louer, c'était l'essentiel, une petite chambre au 4e étage, comptant si haut logé, oublié davantage, étant plus loin du monde et plus près du grand ciel. Le jour, elle causait dans son logis tranquille, et le soir, elle errait longuement par la ville, dans l'espoir de trouver quelque part son amant.
car malgré l'abandon de ce libertin lâche, sentant toujours en elle une invincible attache, elle l'aimait encore et mourait en l'aimant. Car le premier amour d'une âme qu'on fascine, il jette brusquement une telle racine que la fleur vit après que l'amour est défunt. Et les pleurs, s'égrenant sur cette âme épuisée, dégagent, comme fait une tiède rosée, ce que la tige garde encore de parfum. Enfin, l'enfant naquit une nuit de décembre. Personne n'était là dans la petite chambre pour assister la mère ou recueillir l'enfant. Et leur premier salut fut une double plainte, en s'enlaçant d'une âpre et douloureuse étreinte, pour confondre chacun leurs sanglots étouffants. Et par une ironie affreuse, la gelée, glissant son souffle froid dans la nuit étoilée, faisait germer des fleurs dont les gros bouquets blancs brillaient d'un air de fête au carreau des fenêtres, tandis que sur le lit gémissaient ces deux êtres et qu'un frisson de mort glaçait leur corps tremblant. Marthe voulut se mettre ardemment à l'ouvrage et tâcher d'échapper au lugubre naufrage où la femme périt quand son labeur s'endort, car le souffle d'un homme avilé par l'orgie avait bien pu ternir sa pudique effigie. Qu'importe ceci quand la monnaie est d'or. Donc elle fit placer son enfant en nourrice pour pouvoir se remettre elle-même en service. Mais dès qu'on apprenait sa faute, on refusait. Hélas, pour une chute on la supposait vile, et la pauvrette, en vain, couvrait toute la ville. Pas un seuil ne s'ouvrait, pas un cœur n'excusait. Ah, cette dur préjugé fait plus d'une victime. Qu'elle veuille en sortir, on la pousse à l'abîme. La femme qu'un seul jour vit trop faible au devoir. Elle veut remonter, on la fait redescendre. Elle veut raviver la flamme sous la cendre, et le monde la foule aux pieds, sans s'émouvoir. Mais ce monde illogique et faux devrait connaître combien d'êtres pareils, collés à leurs fenêtres, et ne pouvant gagner leur pain honnêtement, la rougeur sur le front et dans le cœur la haine, s'en sont allés le soir, n'ayant mangé qu'à peine, le long des boulevards mendie un amant. Marthe lutta longtemps, mais à lutter on souffre, et puis la tête tourne en regardant le gouffre, cette vie oisive où tant de femmes vont. En voyant que la claire et trompeuse surface, qui réfléchit chaque astre et chaque oiseau qui passe, on oublie à la fin que la boue est au fond. Car c'était après tout une heureuse existence. Vivre fort, vivre vite et d'une vie intense. Dans les rieurs, dans les chants, dans les bals, dans les bruits. Boire les vins mousseux dont s'emplissent les verres, et dans un frais boudoir, comme autant de trouverts, voir venir des amants pour abréger ses nuits. Marthe vécut ainsi quelques folles années. Et comme un parfum sort encore des rieurs fanés, un lointain souvenir de ces jours de candeur lui montait par moments fiévreuse bouffée, quand des mères portant leurs enfants, d'outrefaits, en la voyant passer, rougissaient de pudeur. Marthe perdit bientôt sa grâce naturelle, car chacun la pressait comme un papillon frêle, que des gamins cruels se passent tour à tour. Comme lui laisse au doigt sa poussière dorée, elle laissait sa force après chaque soirée au jeune libertin qui payait son amour. Alors elle roula jusqu'au fond de la honte. Déjà laide et malade, il fallait tenir compte du froid et de la faim qui la guettaient tous deux. Sans argent, faisant peur par sa pâleur mortelle, elle avait pour mourir l'hôpital devant elle, et pour vivre la rue et son métier hideux. Car à la fin, malgré le vent, malgré la neige, elle fit chaque soir son horrible manège, accrochant les passants comme un voleur de nuit, pour leur voler leur force et leur voler leur âme, toujours plus affamée, toujours plus infâme, et toujours plus cynique au seuil de son réduit. Pauvre femme, qu'il faut plaindre autant que maudire, car avant leur lugubre et douloureux martyre, elles avaient un cœur vierge sous leur fichu. C'est nous qui les forçons à tomber des nuées, c'est nous qui vous faisons, pâles prostituées, car toujours les démons sont des anges déchus.